pense que ça joue. Ok, parfait. Alors, moi, je vais vous parler des méthodes qui sont utilisées actuellement pour la surveillance de la qualité des eaux, aussi des nouvelles méthodes qui sont actuellement en train d'être développées ou testées et des défis auxquels on sera amené à répondre déjà maintenant et aussi dans le futur. Alors, le point de départ, c'est qu'en Suisse, on a plus de 60 000 kilomètres de cours d'eau et aussi plus de 6 000 lacs et petits plans d'eau. Et tout le monde sait que ces milieux aquatiques sont soumis à des fortes pressions, notamment à cause du changement climatique, des pesticides, des nutriments, d'utilisation aussi des cours d'eau pour la production d'énergie ou des aménagements. Et on sait aussi qu'en Suisse, on a une législation pour protéger ces milieux. Et dans le cadre de cette législation, la Confédération et les cantons doivent examiner si les effets prévus pour protéger ces milieux sont efficaces. Et aussi, ils ont mission d'informer le public sur l'état des eaux et aussi sur la protection des eaux. C'est pour ça qu'il faut des méthodes standardisées pour pouvoir évaluer l'état des eaux. C'est aussi pour ça que le système modulaire gradué, appelé aussi SMG, a été développé. Il a été développé à partir de 1998 et c'est une collaboration entre l'Office fédéral de l'environnement, les cantons, les AVAG et aussi le VSA. Le but est d'avoir des méthodes pour évaluer les cours d'eau et les plans d'eau. Alors, à l'heure actuelle, pour les cours d'eau, on a des méthodes pour la plupart des paramètres qui semblent importants, que ce soit des paramètres physico-chimiques ou aussi biologiques. Et pour les lacs, on a quelques méthodes pour le moment, mais on attend d'avoir plus de connaissances scientifiques sur le fonctionnement des lacs pour pouvoir en développer d'autres. L'objectif de ces méthodes, c'est d'abord de mettre en évidence les problèmes, les déficits, ensuite, si possible, d'identifier les causes et aussi de pouvoir proposer des mesures efficaces. Et une fois que les mesures ont été mises en place, de voir si ces mesures sont vraiment efficaces. Ces méthodes sont appliquées dans toute la Suisse, notamment dans le cadre de différents monitorings nationaux, comme le monitoring NAVOA ou le monitoring de la biodiversité, qui a déjà été présenté dans le cadre de Café Globe, et aussi pour le contrôle des effets des revitalisations. Ces méthodes sont aussi employées par les cantons quand ils font des suivis ou autres monitoring de leurs plans d'eau et cours d'eau. Un exemple de l'utilisation des méthodes du SMG, c'est cette campagne de monitoring national, NAVA, qui est l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface. Dans le cadre de cette campagne qui est effectuée tous les 4 ans, 130 stations de mesure qui sont réparties sur toute la Suisse se sont suivies. Et là, on relève tout un ensemble de paramètres, toujours les mêmes et de la même façon, ce sont les nutriments, les micropolluants et aussi les indicateurs biologiques. Cette campagne a été mise en place en 2011, d'abord pour les mesures de nutriments, on suivi en 2012 des indicateurs biologiques et à partir de 2018, dans certaines stations choisies, les micropolluants sont aussi mesurés. C'est clair que pour les micropolluants, il faut des installations spécifiques, donc c'est en train d'évoluer, mais on va actuellement vers une tendance à avoir de plus en plus de mesures aussi de micropolluants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le SMG est un système modulaire gradué, est un système qui est en pleine évolution, c'est-à-dire que selon les besoins, on peut aussi proposer ou développer des nouvelles méthodes ou alors aussi réviser des méthodes qui ont déjà certaines années. Ici, c'est un extrait de la page web du SMG où toutes les méthodes sont présentées et les informations et documents nécessaires pour l'évaluation sont disponibles. On voit qu'il y a des modules pour différents aspects, comme par exemple l'hydrologie, l'écomorphologie, les micropolluants, aussi différents indicateurs biologiques comme les macro-invertébrés, les poissons, les diatomées, les macrophytes.
Et en plus des méthodes typiquement SMG, on propose aussi des informations sur des méthodes dites apparentées. C'est des méthodes qui sont souvent aussi utilisées en Suisse et qui ne font pas directement partie du SMG, mais dont les personnes qui ont besoin de ces méthodes peuvent aussi trouver toutes les informations sur le site web. On a aussi développé un outil de recherche pour que les personnes trouvent facilement la méthode dont ils ont besoin selon les études qu'ils veulent effectuer. Maintenant, je propose qu'on regarde plus en détail la bioindication et surtout les macroinvertébrés, vu que ces méthodes macroinvertébrées sont aussi appliquées d'une façon simplifiée dans le cadre du programme GLOBE pour les écoliers et les élèves du secondaire. C'est à peu près le même principe. Euh, Cette méthode macro-invertébrée développée dans le cadre du SMG, c'est vraiment la méthode d'indicateur biologique du SMG qui est la plus utilisée en Suisse. On l'utilise vraiment dans le cadre des monitorings nationaux. Les cantons les utilisent aussi dans le cadre de mesure des effets de revitalisation. C'est vraiment la méthode qui est le plus utilisée. Cette méthode a été développée déjà il y a quelques années, mais a été révisée il y a 3 ans. Et elle se base sur des prélèvements semi-quantitatifs de macro-invertébrés. Ensuite, on évalue la qualité du cours d'eau en 5 classes. On a 2 sous-paramètres. D'abord, la variété taxonomique, donc le nombre de taxa, souvent le nombre de familles. Cette variété taxonomique donne une indication sur la qualité des habitats, l'écomorphologie. Après, on a le groupe indicateur. C'est un groupe qui est basé sur la sensibilité des taxas, c'est-à-dire on se base sur la famille, l'indicateur le plus sensible, et ce groupe indicateur donne plutôt une idée de la qualité et de la pollution des eaux en général. En bas, je vous ai mis un exemple d'application dans le cadre de la campagne Navatrend 2019, cette fameuse campagne de monitoring national. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que plus d'un quart des cours d'eau en Suisse sont quelque part altérés et présentent une évaluation qui va de moyenne à mauvaise. Si on regarde un peu plus en détail comment s'effectue cette évaluation IBCH, d'abord, on va sur le terrain. Sur le terrain, à l'aide d'un filet standardisé, on fait différents sous-échantillons dans des habitats précis. On a une grille d'échantillonnage et on choisit d'abord les habitats qui sont les plus favorables aux macro-invertébrés. Ensuite, les échantillons sont amenés au laboratoire où ils sont triés et où les différents individus sont identifiés. Et grâce à ça, on peut remplir un protocole de laboratoire qu'on trouve aussi sur le site web du SMG. Et dans ce protocole de laboratoire, ça permet de calculer immédiatement cette note IBCH et aussi d'avoir l'évaluation qui va de très bon à mauvais. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode IBCH, on peut d'une part calculer cet indice IBCH qui est très utilisé en Suisse, mais aussi un autre indice qui est fréquemment utilisé en Suisse. Désolée, j'ai laissé le titre en allemand. Au fait, c'est un indice qui permet de calculer les impacts des pesticides et c'est l'indicateur SPIR pesticide, comme Species at Risk. Cet indicateur a été développé en Allemagne et maintenant appliqué à travers toute l'Europe. Pour cet indicateur, on calcule la proportion d'espèces qui sont sensibles par rapport au total des espèces qui ont été trouvées et pour pouvoir définir quelles sont les espèces potentiellement sensibles aux pesticides, on se base sur des tests physiologiques en laboratoire, mais aussi sur certaines caractéristiques des espèces, comme par exemple leur capacité de colonisation, leur temps de génération, ce qui permet de définir quelles sont les espèces potentiellement sensibles. Et si on regarde de nouveau les résultats de la dernière campagne NAVA, on voit que
dans les cours d'eau suisses, surtout ceux en basse altitude, près de 40% des stations montrent un déficit de ces espèces sensibles, c'est-à-dire qu'elles sont peu ou pas présentes. On voit aussi que l'absence de ces espèces potentiellement sensibles est aussi très liée à l'occupation dans le bassin versant, c'est-à-dire les bassins versants où il y a une forte occupation du sol liée à l'agriculture. La note SPIR est plus mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a moins de ces espèces potentiellement sensibles. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail les avantages et les inconvénients de ces indicateurs biologiques, ici, je pense que c'est intéressant de reprendre l'exemple de l'IBCH. Un des avantages, c'est que ces indicateurs mesurent les perturbations pas seulement le jour où on est sorti sur le terrain pour prendre l'échantillon, comme on le ferait par exemple si on prélevait directement un échantillon d'eau, mais aussi intègrent et mesurent des perturbations qui sont produites avant la période de prélèvement. Parce qu'effectivement, ces macro-invertébrés, ces communautés biologiques intègrent aussi des événements et des perturbations passées. Après, dans le cadre de l'IBCH, effectivement, si on a un petit nombre d'échantillons, c'est souvent plus intéressant et moins cher de prendre des macro-invertébrés que faire des analyses de micropolluants. Parce que pour faire des analyses de micropolluants efficaces, il faut avoir des systèmes d'échantillonneurs qui prennent notamment des échantillons sur des durées de 14 jours. Après, il faut aller les relever, il faut les analyser au laboratoire. Après, c'est clair que avec les macro-invertébrés, parfois on a la peine de distinguer entre différents effets. Si on voit que des communautés sont altérées, qu'il y a peu d'espèces ou peu d'espèces sensibles, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un problème de l'écomorphologie du cours d'eau ou un problème de la qualité des eaux? Ensuite, il faut évidemment prélever les organismes et on a besoin aussi d'experts pour la détermination. C'est pour ça que maintenant, de nouvelles méthodes ont fait leur apparition. Ce sont notamment les méthodes qui sont liées à l'ADN environnemental. Ces méthodes sont actuellement en cours de test. Il y a différents projets pilotes. Mais comment ça fonctionne? Au fait, l'ADN environnemental, c'est du matériel génétique qui a été laissé dans l'environnement, soit par l'organisme lui-même, ou alors ce sont des résidus de cet organisme. Et on peut trouver de ce matériel génétique dans l'eau, mais aussi dans les sédiments, le sol et l'air. Le principe, c'est que ces organismes relâchent leur ADN dans l'environnement, ici pour les macro-invertébrés dans l'eau, et après, on peut extraire cet ADN et déterminer à partir de l'ADN trouvé quelles sont les espèces présentes. C'est un peu comme lors des enquêtes policières, on arrive à découvrir qui est le coupable parce qu'il a laissé des traces ADN sur le lieu du crime. Ces analyses sont faites justement, ce qui est intéressant, pas en prenant des individus eux-mêmes. On peut extraire l'ADN d'individus eux-mêmes, mais ici, quand on parle d'ADN environnemental, ce qui est très attrayant, c'est qu'il y a des méthodes qui permettent d'avoir cet ADN à partir de l'eau. On fait des prélèvements d'eau. Ensuite, on extrait l'ADN en la recueillant sur un filtre, c'est-à-dire qu'on filtre une certaine quantité d'eau. Et après, on peut extraire cet ADN à partir de ce filtre. Il y a deux différents types d'analyses qu'on peut faire. Parfois, on est intéressé par une seule espèce, soit parce que c'est une espèce menacée, ou alors parce que c'est une espèce invasive. Et donc, on n'amplifie que le matériel génétique de cette espèce précise. Et si après amplification, on voit qu'il y a du matériel génétique qui est présent de cette espèce, on peut prouver que cette espèce est présente. Ce qui nous intéresse aussi, par contre, lorsqu'on fait du monitoring en environnement et de l'évaluation de la qualité des milieux, c'est d'avoir les espèces de tout un groupe d'espèces, comme par exemple les macro-invertébrés. Et là, on utilise un marqueur génétique pour l'ensemble du groupe d'espèces et on multiplie
ce génome pour toutes les espèces présentes dans le groupe d'espèces. Après, une fois qu'on a ce matériel génétique, il faut pouvoir le différencier et c'est pour ça qu'après, on fait du séquençage afin d'avoir des séquences différentes pour chaque espèce et on peut après comparer ces séquences avec des informations qui sont stockées dans des bases de données génétiques, ce qui permet de vérifier si une espèce est présente ou pas. Les avantages et les inconvénients de cette méthode sont assez intéressants. D'abord, évidemment, c'est un échantillonnage non invasif. On n'est pas obligé de prélever des individus et aussi de les alcooliser, notamment pour les conserver. Donc, c'est intéressant pour des espèces menacées comme pour les amphibiens. D'ailleurs, la méthode de l'ADN environnemental marche très bien pour voir si une espèce est présente notamment dans un étang ou pas. Ensuite, justement, la détection des espèces rares peut se faire plus facilement parce que parfois, pour des raisons de configuration de terrain ou même de l'écologie des espèces, certaines espèces rares sont très difficiles à trouver ou alors aussi à identifier. Et on n'a pas besoin d'un expert taxonomique vu qu'on fait une détermination basée sur une comparaison avec des données de référence. Ensuite, ça c'est le cas, c'est aussi un argument, c'est que si on a un seul échantillon ou un petit set d'échantillons, cette méthode est souvent trop compliquée et trop chère, mais que si on a toute une série d'échantillons, ben, la mise en place des analyses conserve du temps, mais après on peut passer de façon routinière tous les échantillons. Les inconvénients, c'est que forcément, la détermination est dépendante de la qualité de la banque de données, c'est-à-dire que si une espèce n'est pas répertoriée, on ne va pas pouvoir l'identifier. Ensuite, les manipulations sont relativement complexes. Il faut notamment faire attention à la contamination, c'est-à-dire que ce soit sur le terrain ou le laboratoire, il faut prendre des précautions et l'équipement est relativement coûteux. Après, on n'a pas besoin d'experts taxonomiques, mais on a grand besoin de biostatisticiens qui peuvent interpréter ces résultats. Et aussi, la question se pose, c'est que les données issues de ces analyses d'ADN sont des données informatiques très volumineuses. Et à l'heure actuelle, la question se pose comment stocker ces données, comment par exemple garder un certain nombre d'années ces données informatiques sur des serveurs externes, etc. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de données quantitatives. Quand on va sur le terrain et avec les méthodes taxonomiques, on peut facilement compter le nombre d'individus, mais pour l'analyse environnementale, on ne peut pas se baser sur la quantité de matériel génétique trouvé pour se faire une idée du nombre d'individus, de l'abondance, parce que selon les organismes, la quantité d'ADN qui est relâchée est différente. Ensuite, c'est notamment le cas dans les cours d'eau. Quand on prélève du matériel génétique, on n'est pas sûr que ce matériel provienne seulement du site. Il peut aussi venir du cours d'eau plus en amont ou alors même d'une partie du bassin versant. Donc, ça donne une idée de la biodiversité au niveau du bassin versant, mais pas forcément seulement au lieu du site qui a été échantillonné. Mais c'est vrai que cette méthode présente quand même différents avantages et c'est pour ça que à l'heure actuelle, les méthodes d'ADN environnemental sont de plus en plus intégrées dans différents projets de monitoring. Dans le cadre de cette campagne NAVA 2019, où je vous ai déjà montré différents résultats avec des méthodes classiques, l'échantillonnage d'ADN environnemental a été fait en parallèle et on a tenté de comparer si on trouvait des résultats similaires. Alors, au niveau national, on a trouvé avec les deux méthodes des indicateurs à peu près de la même façon. Tous les indicateurs les plus fréquents ont été couverts de la même manière avec les deux méthodes. Par contre, au niveau du site, certains taxons indicateurs ont été moins bien détectés avec la méthode d'ADN environnemental. Donc, en conclusion, on ne peut pas dire non, non, maintenant on ne fait plus que de l'ADN environnemental.
les deux méthodes se complètent, mais on ne peut pas remplacer une des méthodes par l'autre. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, cette méthode est de plus en plus appliquée dans le cadre de projets pilotes, notamment aussi dans le cadre de développement et d'application d'une méthode pour les oligoquètes, parce que les oligoquètes, ce sont des vers et leur détermination n'est pas évidente et on manque de spécialistes pour la Suisse, alors qu'il y a des indices oligoquètes qui existent. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a un projet de développement de méthodes et aussi différents cantons qui testent des méthodes pour voir si on peut utiliser cet ADN environnemental. Ensuite, certains cantons utilisent l'ADN environnemental pour des macroinvertébrés dans des milieux de source, parce que les milieux de source sont des milieux très, très fragiles. Et donc, ça permet d'avoir une idée de la faune sans faire des prélèvements qui pourraient perturber l'habitat. Ensuite, il y a aussi des tests d'application pour détecter des espèces invasives. Et aux dernières nouvelles, il y a eu aussi des études qui ont été faites notamment dans l'art qui ont permis de mettre en évidence que pour certains groupes taxonomiques, même au sein des macro-invertébrés, l'identification au niveau des espèces ou des familles était relativement efficace avec l'ADN environnemental, tandis que pour certains groupes d'espèces, comme par exemple pour les mollusques, l'ADN environnemental fonctionnait moins bien. Donc, on est vraiment en train de tester et de voir quelles sont les possibilités et les limites de cette nouvelle méthode. Autre chose que je voulais vous présenter, parce que je trouve ça assez intéressant, c'est une nouvelle méthode pour le suivi du plancton dans les lacs. En fait, cette méthode est en phase de développement en collaboration avec les AVAG et les cantons parce que ces derniers temps, les cantons se sont retrouvés avec un problème, c'est qu'ils font souvent des suivis des lacs et des planctons des lacs depuis des années. Donc, ils ont des données intéressantes sur une vingtaine d'années. Donc, ce serait dommage d'arrêter de faire ces prélèvements, surtout maintenant dans le cadre du changement climatique où on peut avoir des informations intéressantes avec des données à long terme, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup d'experts en taxonomie partent à la retraite. Donc, certains cantons se sont retrouvés sans experts. Et aussi, on parle de plus en plus de ces blooms de cyanobactéries qui représentent aussi un défi pour les cantons parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps et surtout, ils ne peuvent pas en été déterminer énormément d'échantillons qui viennent de toutes les plages où il y a potentiellement un problème. C'est pour ça que l'idée a été faite d'utiliser un microscope aquatique immergé qui a été développé par les AVAX. Ce microscope aquatique fonctionne déjà dans le lac de Greifensee, dans le canton de Zurich, et permet de faire les photographies que vous voyez là de différents groupes de plancton. Et l'idée, c'est que ce microscope puisse être utilisé in situ dans le lac, mais aussi, si besoin, en laboratoire, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des échantillons d'eau avec le plancton devant ce microscope. Et ce microscope est aussi couplé à un ordinateur avec un programme de machine learning qui est en train d'apprendre à identifier les différents taxa et espèces de plancton. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ben, n'hésitez pas à aller sur le site du projet. Un autre défi important, quelque chose que j'ai déjà nommé plusieurs fois dans le cadre de ces méthodes, c'est le changement climatique. Pour nous, c'est important de savoir comment on peut le considérer et l'intégrer dans la surveillance de la qualité des eaux, parce que le changement climatique a différents effets, notamment il va y avoir, ou il y a déjà une augmentation de la température des eaux et aussi des changements dans les débits, avec des débits beaucoup plus faibles en été et en automne, et aussi des phases de sécheresse beaucoup plus importantes. Et une augmentation de la température a aussi une influence sur le mode de stratification des lacs. Beaucoup de lacs ne se retournent pas, comme on dit régulièrement chaque année, comme ils le faisaient avant.
Pour les habitats aquatiques, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une diminution de la connectivité et aussi de la diversité de ces habitats. Et ces habitats peuvent être modifiés ou être sujets à des perturbations de plus en plus importantes ou de plus en plus nombreuses. Ça a effectivement aussi des conséquences pour les communautés d'espèces. Là, on parle souvent des gagnants et des perdants parce qu'il y a effectivement des espèces généralistes qui préfèrent des milieux plus chauds, des températures plus élevées qui peuvent se répandre, tandis que des espèces spécialisées, notamment des espèces alpines, qui aiment bien des eaux froides ou alors des milieux très spéciaux comme les cours d'eau alimentés par les glaciers, auront tendance dans le futur à diminuer. Et certaines espèces exotiques et invasives vont aussi augmenter, favorisées par justement l'augmentation des températures. Donc, dans le cadre de la surveillance et de l'évaluation des eaux, les questions importantes auxquelles on travaille maintenant, c'est de savoir est-ce que nos méthodes qu'on utilise actuellement seront robustes face au changement climatique. Aussi, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir évaluer les effets du changement climatique ou alors aussi faire la distinction entre le changement climatique et les autres influences anthropiques. Surtout si on garde en mémoire que le but de cette évaluation des eaux, c'est aussi essayer de voir quels sont les différents problèmes et de pouvoir les différencier afin de proposer des solutions de gestion. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment des projets de recherche, des tests pour savoir si les méthodes, notamment les méthodes basées sur les macro-invertébrés, seront aussi utilisables et robustes dans le futur, nous permettront de continuer à bosser avec. Pour ça, on modélise la présence des différents taxa de macro-invertébrés en fonction de la température. On essaye de voir comment l'indication de cet indicateur va évoluer dans le temps. Et en parallèle, des indices typiques pour cours d'eau froid ou pour pouvoir détecter l'évolution de la température sur la base des macroinvertébrés et des poissons sont aussi développés. Surtout qu'on sait que pour les poissons, la température de l'eau, notamment pour les truites, peut être très importante. Après, on a aussi différents échanges d'expériences, des séminaires qui sont prévus, notamment on en a beaucoup cette année, c'est sur les espèces invasives. D'un côté, voilà, il y a toutes les questions de la gestion, comment éviter la prolifération des espèces invasives, mais aussi comment en tenir compte dans le futur, dans nos évaluations. Est-ce que des milieux abritant beaucoup d'espèces invasives doivent avoir une évaluation plus mauvaise? Ou alors, on peut partir d'une idée que certaines espèces invasives remplissent des fonctions et remplacent ainsi les espèces indigènes. Mais je pense que c'est très important de savoir comment on va traiter ces espèces invasives dans le cadre des évaluations dans le futur, parce qu'il va clairement y en avoir de plus en plus. Ensuite, voilà, la question du changement climatique dans la surveillance générale des cours d'eau et aussi dans le cadre des cours d'eau qui s'assèchent, parce que clairement, nos méthodes n'ont pas été prévues pour ce type de cours d'eau. On tient compte du type de cours d'eau quand on évalue les cours d'eau à l'aide des macro-invertébrés, mais jusqu'à maintenant, des cours d'eau qui s'assèchent, ce type de cours d'eau n'a pas été prévu dans l'évaluation. Dans certains pays plus au sud, au bord de la Méditerranée, où déjà à l'heure actuelle, plusieurs cours d'eau s'assèchent naturellement en été, il y a des méthodes spécifiques, mais pas en Suisse. Ensuite, on a évidemment d'autres aspects liés à l'assèchement des cours d'eau, notamment des questions quand on utilise par exemple l'eau par exemple, on rejette des cours d'eau pluviales ou des rejets d'eau mixtes dans les cours d'eau qui sont à sec ou qui s'assèchent, et aussi des questions de mesures, notamment des mesures d'urgence. Est-ce qu'il faut alimenter avec l'eau potable, si possible ou pas? Et aussi dans le cadre de revitalisation, la question va se poser parce que c'est clair que dans le cadre des revitalisations, on a tendance à élargir le cours d'eau peut-être et faire des zones moins profondes et plus larges et plus ensoleillées. Et
La question se pose si ça, dans le futur, ça risque aussi de poser problème. Donc voilà, c'est un court aperçu des méthodes, des nouvelles méthodes qui sont actuellement en phase de développement et de test, et aussi des problèmes auxquels on est confronté à l'heure actuelle.